bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque au grand rendez-vous mémoriel national pour le 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ensuite, on s'active sur le Grand Prix de France Moto qui se déroule du 8 au 10 mai. Et pour finir, on termine avec le marathon médiéval de Seine-et-Marne le 10 mai. Allez, c'est parti! L'événement phare de la semaine, c'est sans conteste le 8 mai. Cette année, ce jour férié tombe un vendredi, ce qui en fait une opportunité rêvée pour un pont de 4 jours en posant le jeudi 7 mai. Sur le fond historique, la cérémonie nationale se déroule à Paris avec un dépôt de gerbes au pied de la statue du général de Gaulle, une remontée des Champs-Élysées, et puis un hommage devant la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Cette année, c'est le 81e anniversaire de la victoire de 1945. Des cérémonies se tiennent dans toute la France comme à Versailles avec une messe solennelle à Notre-Dame suivie d'un défilé motorisé vers le monument aux morts. Le 8 mai 1945 est aussi lié au massacre de Fétiche en Algérie, déclenché lors d'une manifestation nationaliste qui se déroulait en marge des célébrations de la victoire alliée. Une page mémorielle complexe et encore débattue, mais ne t'inquiète pas, je sens que je te perds, je vais t'expliquer tout ça. Le premier fait à connaître, et qui surprend souvent, c'est la reddition sans condition de l'Allemagne nazie, fut signée 2 fois. Une première fois le 7 mai 1945 à Reims, au quartier du général d'Eisenhower. Mais Staline, insatisfait, exigea une seconde signature le 8 mai à Berlin, au quartier général soviétique, symbole clair de la montée en puissance de l'URSS. C'est la capitulation de Reims du 7 mai qui est fêtée en France le 8 mai. La capitulation de Berlin signée le 8 est quant à elle fêtée le 9 en Russie et dans tous les pays de l'ancien bloc soviétique. C'est l'une des grandes histoires cachées de ce jour. Il n'allait pas de soi que la France soit assurée à la table des signataires. Les Allemands avaient tenté, dans les négociations préalables, d'écarter la France. De Gaulle, représenté par le général de Lattre de Tassigny, réussit le tour de force à faire reconnaître la France comme État vainqueur au même titre que le Royaume-Uni et les États-Unis. Et bien sûr, comme tu peux t'en douter, la réaction du maréchal allemand Keitel en voyant des Français à la table des signatures est restée célébrée. Ah, il y a aussi des Français, il ne manquait plus que cela avant de signer les actes dans un silence glacial, la préhistoire pour tous. Ainsi, le 8 mai à 15h, De Gaulle annonce à la radio aux Français « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France », d'après l'INA. L'histoire du statut de ce jour est un vrai feuilleton politique français. Attends, je t'explique. En 1959, De Gaulle lui-même supprime le caractère férié du 8 mai, fixant la commémoration au 2e dimanche de mai. Ensuite, en 1975, Giscard d'Estaing va encore plus loin et supprime toute cérémonie officielle au nom de la réconciliation franco-allemande, suscitant un tollé des associations d'anciens combattants. C'est finalement François Mitterrand qui rétablit par la loi du 2 octobre 1981 le 8 mai comme jour férié de commémoration. Bon, comme je t'en ai parlé un peu plus tôt, le 8 mai 1945, alors que même que les Algériens fêtaient dans tout le pays aux côtés des Européens la victoire sur le nazisme, à Sétif, un jeune scout algérien, Bouzid Sahal, brandissant un drapeau algérien lors d'une manifestation nationaliste pacifique, est abattu d'une balle par un policier français. L'émeute qui s'ensuit déclenche une répression militaire brutale qui dure 7 semaines. La violence militaire, appuyée par l'aviation et des missiles de colons, fit entre 15 000 et 20 000 morts selon des historiens français et jusqu'à 45 000 selon les autorités algériennes pour 103 Européens tués. Mais la reconnaissance est progressive. Il faut attendre 2005 pour que l'ambassadeur de France à Alger qualifie ces massacres de tragédies inexcusables qui en ont fait la première reconnaissance officielle. En 2012, François Hollande déclare à Alger « À Sétif, le 8 mai 1945, le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. » Mais l'actualité reste brûlante. En mai 2025, pour le 81e anniversaire, une délégation de parlementaires français s'est rendue pour la première fois aux cérémonies algériennes à Alger et à Sétif. Des élus demandent à Emmanuel Macron de reconnaître ces massacres comme crimes d'État, parce que les massacres à Sétif sont considérés par les historiens comme les précurseurs directs de la guerre d'indépendance algérienne qui éclatera 9 ans plus tard au moment des faits, soit le 5 juillet 1962. En France, le 8 mai symbolise la liberté retrouvée et la réconciliation européenne. En Russie, le 9 mai est le jour de la victoire, célébration nationale majeure. De mémoire d'une même guerre, de dates, de récits. Aujourd'hui, le 8 mai est aussi l'occasion de rappeler que la paix est fragile et qu'il est dû du devoir de chacun de la préserver.
un message particulièrement résonnant en 2026 dans le contexte de conflits en Europe, comme la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie. La première édition des 24 heures moto a débuté le 22 avril 1978, distinguant deux catégories, les prototypes et les silhouettes, autrement dit les machines de série. C'est le journal Moto Journal qui en est à l'origine, après que Moto Revue ait gardé le bol d'or. La course préfère le circuit Bugatti au long circuit des 24 heures auto. La course trouve d'ailleurs son origine lointaine dans le bol d'or, qui réapparaît en 1969 sur l'autodrome de Linas Montelleri, avant les premières années de la course mancelle. Quels sont les records actuels ? Le record de distance est détenu par une Kawasaki ZX-10R qui a parcouru l'équivalent de 844 tours du circuit Bugatti en 2012. Et Gérard Jolivet détient le record de participation avec 25 éditions jusqu'à sa dernière course en 2006 à 49 ans. Mais les pilotes les plus titrés sont Alex Vieira et Grégory Leblanc, avec 5 victoires chacune. La 49e édition a été haletante avec 76 700 spectateurs. C'est la Yamaha YZF R1, numéro 1 de la Team Yart Yamaha, pilotée par Karel Annika, Marvin Fritz et Leandro Mercado, qui s'adjuge de la victoire avec 859 tours parcourus, offrant à Yamaha un 6e succès sur la classique mancelle. Pendant longtemps, la victoire s'est jouée dans un duel intense entre la Yamaha et la BMW numéro 37. Solide de leader pendant une grande partie de l'épreuve, la machine allemande semblait contrôler la course jusqu'au petit matin. Au lever du jour, tout bascule. La BMW enchaîne les problèmes techniques et plonge inexorablement au classement pour finalement terminer à une lointaine place 23e. Parmi les images fortes du week-end, l'abandon spectaculaire de la Yamaha numéro 99 restera dans les mémoires. Victime d'un incendie moteur au début d'épreuve, la machine s'est embrasée sous les yeux des spectateurs, illustrant la brutalité de l'endurance. La Suzuki numéro 12 de team sartois Yoshimura Cert Motul arrive en deuxième avant la Kawasaki numéro 11 du Kawasaki WeBike Trickstar. Et sur les 60 équipes engagées, seules 40 ont réussi à franchir la ligne d'arrivée. S'il fallait une preuve de l'exigence du 24 heures moto, en voilà une. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça donne quoi exactement ce Grand Prix de France Moto GP ? Le Grand Prix de France Moto se déroule du 8 au 10 mai sur le circuit Bugatti du Mans. C'est la 5e manche du championnat du monde de MotoGP et l'une des étapes les plus importantes du calendrier. Le GP de France enregistre les plus fortes influences en tribune devant les nations phares du sport moto qui sont l'Italie et l'Espagne. L'an dernier, 311 797 spectateurs se sont déplacés dans la Sarthe. C'est le GP le plus populaire du monde. Le 11 mai 2025, Johann Zarco a offert au public français l'un des plus grands moments de l'histoire récente du sport tricolore. Sous la pluie mancelle, il est devenu le premier Français vainqueur du Grand Prix de France en catégorie reine depuis 71 ans. Parti avec les pneus de pluie sans jamais changer de moto, Zarco avait misé sur la patience pendant que la majorité du plateau multipliait les passages du stand. L'événement réunit les meilleurs pilotes mondiaux, dont deux Français Johann Zarco et Fabio Quartararo, qui auront à cœur à porter les couleurs bleu-blanc-rouge. Mais attention, l'homme à surveiller est Marc Marquez. Handicapé physiquement ces derniers mois, l'Espagnol assure avoir profité de la pause pour avancer et se sentir beaucoup mieux physiquement. Mais à Jarez, il a chuté et il a été contraint à l'abandon pour la 2e fois de la saison, selon Uvango. Selon toi, Zarco peut-il rééditer l'exploit de 2025 ? J'attends ta réponse en commentaire. Le département de Seine-et-Marne organise toute la première édition de son marathon médiéval ce dimanche 10 mai. La course de 42,195 km part du château de Blandy-les-Tours pour rejoindre la cité médiévale de Provins, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi le retour d'un marathon en Seine-et-Marne, quasiment 7 ans après la dernière édition du très réputé marathon de Sénart. Ce n'est pas juste une course, c'est une reconnaissance sportive dans tout un département. Et qu'en est-il du parcours ? Le marathon traverse 9 communes de Seine-et-Marne et passe devant 4 sites médiévaux d'envergure. Le château de Blandy, la collégiale de Champeaux, l'église Sainte-Geneviève de Curchamois et le théâtre gallo-romain de Châteaublot. L'itinéraire a été pensé pour offrir aux participants des panoramas remarquables sur les paysages et monuments du Moyen-Âge seine-et-marnais. L'ambiance médiévale imprègne toute la manifestation entre les décos, les animations sur le parcours, les reconstitutions historiques par les troupes de comédie costumées. Le clou du spectacle est les coureurs qui terminent leur épreuve en courant sur une partie des remparts de la vieille ville de Provins avant de franchir la ligne d'arrivée dans le cadre somptueux et chargé d'histoire de la Porte Saint-Jean.
Imagine la scène, franchir une porte médiévale du XIIIe siècle après 42 km de course. Mais pourquoi avoir choisi Provins comme ville star du parcours ? Eh bien, au XIIe siècle, Provins est la troisième cité de France après Paris et Rouen. Elle était glorieuse grâce à ses foires de champagne qui attiraient marchands et visiteurs de toute l'Europe. La ville témoigne des premiers développements des foires commerciales internationales et de l'industrie de la laine. Son schéma urbain comprend des maisons de marchands, des caves et des entrepôts voûtés, des espaces de plein air destinés aux échanges, mais aussi des ensembles religieux. Les imposants remparts reconstruits au cours du XIIIe siècle pour protéger les hommes et les richesses faisaient alors 5 km de long. Provins possède aujourd'hui 58 monuments historiques classés ou inscrits. Et petite anecdote croustillante, c'est le comte Thibaut IV de Champagne qui, à son retour de croisade en 1239, rapporta la fameuse rose de Damas. Ce croisement permit la création de nombreuses roses en France et en Europe. La rose est depuis devenue le symbole de Provins. Tu n'es pas sportif, mais l'époque médiévale c'est un truc, t'inquiète pas, ce marathon n'est pas réservé qu'aux sportifs aguerris. 4 formats sont proposés, le marathon de 42 km, le semi-marathon de 21 km en boucle autour de Blandy, un marathon relais par équipe de 3 à 6 coureurs et des courses thématiques pour les enfants. La course chevalier et princesse pour les enfants se tient sur moins de 5 km, où les déguisements sont encouragés sans chronométrage. Les ravitaillements permettront aux coureurs de savourer des spécialités saintes et marnaises, et notamment une dégustation de brie, de cidre et de produits de la brie. Voilà de quoi enrichir ton histoire bien au-delà de la simple course à pied. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.